Bonjour à tous. Entre outrage à agent par l'usage d'insultes telles que petit paysan t'es mort, vol, cadenassage de vélo et blessures involontaires sur victimes mineures ne disposant depuis plus que d'un demi-pouce, nous allons vous plonger dans des simulations de procès. Vous suivrez au cours de ce reportage les étudiants du Master 2 Culture judiciaire et Profession judiciaire sous la supervision de Monsieur Murbach, professionnel du droit. Bonjour, Mathias Murbach, je suis maître de conférence associé à l'Université Lyon 3, docteur en droit et magistrat de l'ordre judiciaire. Vous avez créé un jeu de société, pouvez-vous nous en parler? Oui, c'est un jeu de procédure pénale qui permet de comprendre et de pratiquer la procédure pénale en jouant en cartes. L'objectif est de vulgariser la procédure pénale tout en se servant de la vulgarisation et du prétexte du jeu pour apprendre la procédure pénale de manière ludique mais la plus réaliste possible, ce qui fait que le jeu est un peu complexe de prise en main, mais qui permet vraiment d'acquérir des connaissances et de réviser son propre procédure pénale, de droit pénal général, de droit pénal social, en jouant aux cartes au moment de la cour avec les cours. À partir de quand pourrons-nous le procurer? Alors, c'est un projet universitaire, donc c'est pas du tout un projet commercial. D'ici quelques jours ou semaines, vous en aurez des exemplaires que vous pourrez emprunter à la bibliothèque. Les différents masters où j'interviens, il y aura un exemplaire du jeu qui est donné à chaque master pour que vous puissiez vous le prêter et jouer entre vous. Et puis on va en mettre des exemplaires en libre accès dans les cafés de l'université pour pouvoir, à l'occasion d'une pause café, d'une pause sandwich, prendre le jeu pendant une demi-heure, une heure et pratiquer. Nous sommes dans le cadre d'une simulation de procès. Pourquoi faire une simulation de procès et depuis quand ce procédé existe-t-il? Alors moi je l'ai mis en place, ça doit faire 5 ou 6 ans que je fais des simulations au sein de l'université, bien 6 ans, même un peu plus. Quand le temps passe, on ne se rend pas compte de le temps, peut-être qu'on n'est pas monté 10 ans en fait. Pourquoi est-ce qu'on a mis ça en place? Parce que le droit, de manière théorique, est parfois difficile d'accès et qu'en faisant de la pratique, un, ça vous intéresse et donc du coup ça vous motive, et deux, ça vous permet de mettre les connaissances théoriques en perspective. L'objectif de ces simulations est à aucun moment de remplacer un cours magistral, c'est pas à la place, c'est en plus de, et c'est pour donner de la perspective et du relief à ce qu'on fait dans un enseignement plus académique, plus théorique. En fait, le principe de l'enseignement universitaire, le cours magistral, c'est de la théorie générale. On fait la théorie, le dézoom. Là, c'est l'inverse, on part d'un exemple et on prend de la hauteur sur l'exemple. Donc les deux sont complémentaires et l'objectif, c'est de vous permettre de compléter l'enseignement théorique et, si possible, d'apprendre en vous amusant. Le fait de rendre cela ludique, de vous responsabiliser, de vous projeter dans votre avenir professionnel, ça vous permet de vous demander un investissement que vous n'auriez pas forcément envie de faire dans le cadre d'un enseignement purement théorique. Vous avez choisi 4 affaires dans le cadre de cette simulation de procès. Pourquoi avoir choisi ces affaires-là et quels intérêts pouvons-nous en tirer? D'accord. Alors là, je vous donne des secrets que vous n'avez pas donnés à vos camarades avant la fin de la simulation. L'enquête de la police et l'histoire du cambriolage, c'est des procédures que j'ai mis de côté parce qu'elles vous permettaient de voir comment fonctionne une vraie procédure et puis parce qu'il y a des difficultés juridiques. C'est pour voir si les avocats vont voir qu'il y a des irrégularités dedans. Qu'ils devraient normalement voir et on devrait normalement, en bon juriste, poser des conclusions de nullité, d'inélitisme pour soulever des irrégularités. Comme dans le jeu de procédure pénale. Je pose une irrégularité et je dis quels sont les actes dont je vais soulever l'irrégularité. Et puis après, c'est l'effet domino. Tous les actes qui ont comme support nécessaire l'acte nul sautent. Bonjour, alors moi je suis Madame Godin, présidente du tribunal correctionnel. C'est une affaire, si on peut dire, un peu banale. Malheureusement, c'est un individu qui a été mis en cause pour outrage à agent dans le cadre de leur fonction, avec menaces et exhibitions sexuelles. Bonjour, je suis substitut du procureur en charge du service de traitement direct. Avez-vous rencontré des difficultés dans le cadre de cette affaire? Nous n'avons pas reçu la liste des témoins cités par la défense et donc c'est vrai que ça va nous prendre un petit peu de temps pour préparer les questions sur ces témoins. Alors des difficultés, pas vraiment. C'est une affaire qui a été relativement simple, si on peut dire comme ça. La seule petite difficulté qu'il y a eu, c'est au niveau des témoins cités à comparaître à l'audience. Entre retard dans la citation de témoins et incompréhension entre la substitut du procureur et l'avocat de la défense,
Cette scène vient témoigner des difficultés énoncées précédemment. Parce que pour la patronne du restaurant qui se tient. Nous, ce matin, on a fait notre mail, oui, mais nous, on avait ça peut être une question. Elle est en train de relever mon identité parce que je vais être citée comme témoin à l'affaire. Et comme ça, je peux transmettre la liste des témoins au greffier. Nous demandons au parquet de bien vouloir citer à comparaître pendant l'audience au Cannes police Madame Justine Nardini, qui est du coup la propriétaire du bar restaurant La Guinguette, ainsi que Madame Eva Aubert, qui était médecin de garde pendant l'examen médical de Nordine, qui n'était pas son médecin, mais qui était présente sur les lieux et qui a pu assister à la scène. Ah, Témoin de la partie civile. ça c'est les témoins de la partie civile. Ok. Et du coup, il nous manque juste en fait la liste des témoins De la défense. de la défense. Ok. Bonjour, je m'appelle Maître Pizarro Sanchez, je suis bâtonnier du barreau de Lyon depuis 2 ans maintenant et je suis avocate associée dans le cabinet Blue à Lyon. Donc je défends Monsieur Nordine donc, dans l'affaire d'outrage à agent, cependant je ne préfère pas me prononcer sur les faits puisque l'audience n'a toujours pas eu lieu, donc rien n'est public pour l'instant. Je tiens à dire que ça me tient vraiment de pouvoir défendre Monsieur Nordine puisque les affaires d'outrage à agent sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. On voit qu'il y a un véritable problème occulté derrière ces qualifications qui reviennent très souvent. Quelques minutes avant le début de l'audience, la pression commence à se faire ressentir. Les avocats souhaitant pleinement jouer leur rôle et être dans les règles. On peut alors voir les avocates de la partie civile demander à l'avocate de la défense de signer les conclusions de partie civile. Ces conclusions seront alors remises à la greffière du siège, qui va directement les transmettre au magistrat du siège. Ah et voilà, en fait, il nous manque pas mal de choses. Il nous manque le nom des avocats et la liste des témoins. Ok. Et on a dit autre chose qui nous manquait. Et le casier judiciaire. Et le casier judiciaire. Ok. Ça, c'est le parquet. Donc ça, Ça, tu peux sonner le parquet. j'envoie au parquet. La préparation d'une audience est tout aussi importante pour la présidence du tribunal correctionnel que pour tout autre acteur d'un procès. Alors il y a forcément une partie où il faut préparer, il faut savoir de quoi on parle. Quand on arrive le dossier, on sait ce qu'il en est. En revanche, lors des débats, il va y avoir une partie de spontanéité. Pour la présidente Gaudin, cette préparation s'est notamment traduite par un rappel à la greffière du siège du déroulement de l'audience qui allait suivre. On va commencer par l'horaire, ensuite on vérifie l'identité, la profession, on va évoquer tout le casier qui sont censés nous transmettre. On rappelle les faits, on rappelle les droits. Ensuite, vu qu'on a été informé qu'il y avait des témoins qui sont cités, on n'a toujours pas la liste d'ailleurs, il nous faut la liste des témoins. On va vérifier l'identité des témoins, vérifier qu'ils sont bien présents. On va demander à l'huissier d'une pièce extérieure. Et ils seront appelés juste pour témoigner. Et après, au niveau de la trame de... On a préparé des questions. On pensait vraiment commencer assez large. Rappeler, avoir la version de mise en cause sur sa soirée, le bar où il était, ce qu'il a consommé, en quelle quantité, savoir pourquoi aussi il a refusé de décliner son identité. Après, revenir vraiment sur la bagarre en elle-même, son poste, parce qu'apparemment il était juste là pour se séparer, mais voilà, savoir comment ça s'est passé. Revenir ensuite sur les outrages en eux-mêmes, parce que du coup ils ont duré pendant le contrôle, l'interpellation, les locaux, revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à l'hôpital également. Revenir aussi sur le fait qu'il a refusé de faire un test d'alcoolémie, et qu'il s'en souvient pas, etc. Donc, et aussi pour vérifier, parce qu'il a indiqué avoir bu que deux ou trois verres, de là à pas se rappeler d'avoir refusé un test d'alcoolémie. Voilà. Oui, non, mais vu en fait, le 3-4 verres, ça correspond à son taux d'alcoolémie à 8h du matin. Oui, voilà. Donc, à minuit, il ne pouvait pas avoir bu 3-4 verres. Sachant que l'arrestation, voilà, ça avait lieu à minuit 50, un taux d'alcoolémie aussi élevé à 8h du matin. Voilà, juste pour éclaircir ce point-là. Donc voilà, après on s'est dit qu'on allait faire entrer les témoins pour les écouter. Voilà, ensuite on va demander au procureur s'il a des questions, aux avocats s'ils veulent intervenir, et puis prévenu s'il a des interventions. Un procès se découpe donc en des phases bien distinctes. L'appel des parties, l'instruction d'audience, les plaidoiries réquisitoires, ainsi que la délibération et le verdict prononcé par le juge. Les images qui vont suivre se focaliseront uniquement sur l'introduction d'une audience correctionnelle et sur une particularité à laquelle la présidente et les assesseurs peuvent être soumis, le soulèvement de nullité. On va rester aujourd'hui devant le tribunal correctionnel pour avoir commis un outrage par parole, geste ou menace de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect de la fonction de gendarme.
dans l'exercice de leurs fonctions. Vous les aurez insultés de, je cite, « pute, sale pute, je vais te violer, je vais te niquer ta descendance et ta femme. Quand tu vas te promener, tu vas me sucer le cul, suce ma bite. Salope, pédé, fils de pute, je te pisse dessus. Je vais payer des jeunes qui vous balancent des boules de pétanque dessus. D'avoir baissé, et vous avez baissé votre short, montré votre sexe, l'avez tenu en disant suce ma bite. Donc voilà, j'ai également, histoire qu'on ne se retrouve pas, eu un communiqué de votre casier judiciaire, donc vous avez déjà fait l'occasion de 2 condamnations. Oui. Voilà. Je vous signale que vous avez le droit donc, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui vous seront posées ou de garder le silence. Vous pouvez vous rasseoir. Excusez-moi, Madame la Présidente, Mesdames les assesseurs, je vous ai fait parvenir une demande de nullité que j'aimerais que vous étudiez in inéditis. Donc avant qu'on passe à la défense au fond. C'est-à-dire que pendant la garde à vue de ma cliente, il est avéré qu'elle a pu voir un médecin lorsqu'elle était seulement en état d'ébriété, seulement quand ses droits lui ont été notifiés à 15 h. Donc très longtemps après cette entrevue avec le médecin, elle n'a pas pu faire valoir son droit de voir un médecin suite à cela. Donc c'est simplement l'OPJ qui lui a permis, une fois quand elle était encore dans un état d'ébriété, et non pas lorsqu'elle était sobre. Il a demandé à voir un médecin. Justement, on ne lui a pas proposé. Ah, on ne lui a pas proposé. Puisque et lors de la notification. Puisque l'OPJ avait déjà prévu de voir un médecin à 1850 alors qu'il est dans l'état d'ébriété. Donc aurait décidé pour lui, et lui n'aurait pas pu faire valoir ce droit, ce qui lui cause nécessairement une IF. Oui. Dommages et intérêts. Alors, mais l'amende c'est pour l'État, c'est pas pour les dommages et intérêts. Oui, on devrait mettre l'amende plus basse. Bah oui, mais je veux bien, mais on la met à combien l'amende? Tu la mets à 500 et tu mets plus pour 500 ouais. C'était quand même 500 parce qu'il a des 600 de frais de justice. 500 €. Ensuite, on demande du coup pour les demandes de dommages et intérêts, nous faisons droit à la demande de 2000 €. Ah, on fait droit? Tu veux qu'on dise quoi? Mais c'est énorme, non? Ah, tu veux pas réduire? Tu veux qu'on mette 1000 €? Pour cette première audience, les étudiants ont passé beaucoup de temps sur l'affaire. En effet, l'audience a duré plus d'1h20. Sur le canevas de l'audience, la vérification des identités a bien été respectée, ainsi que la notification des droits. Toutefois, il n'y a pas eu, ou trop indirectement, d'investigation sur la personnalité. À cette occasion, on aurait pu se demander si l'accusé souffrait d'alcoolisme. Cela aurait eu des conséquences sur le prononcé de la peine, notamment quant à l'obligation de soins. Il y a eu des conclusions de nullité. Elles doivent être déposées in limine litis, c'est-à-dire avant toute défense au fond, à peine de forclusion. Il aurait donc été opportun de les faire signer par le greffier avant l'audience. Face aux conclusions de nullité, et comme toute question posée lors de l'audience, il est nécessaire de garantir et de respecter le principe du contradictoire. Or, dans le cas de ces nullités, nous n'avons pas eu la parole de la partie civile et du parquet sur le cas de ces mêmes nullités. Intuitivement, la présidente du tribunal a néanmoins senti qu'il fallait qu'elle traite le cas de ces nullités plus tard, donc postérieurement à l'audience. En effet, il existe 2 possibilités pour traiter des nullités. Soit le tribunal se retire de l'audience pour statuer sur les nullités, mais dans ce cas, l'avocat de la défense pourra faire appel de la décision, et dans ce cas, le procès s'arrête le temps que la cour d'appel se prononce sur ces nullités. Soit, dans un deuxième cas, on joint l'incident au fond, et dans ce cas, cela implique que le tribunal statuera sur la nullité au moment du jugement et continue donc le procès. Notons que le rôle le plus difficile est celui du président du tribunal, car il doit tout gérer. Il doit notamment faire attention aux mots utilisés pour ne pas porter atteinte à l'impartialité. C'est un principe qui est protégé par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Une partialité peut ressortir de l'utilisation d'un simple mot, de l'attitude du juge qui laisserait percevoir par exemple un agacement. Lors de cette audience, des témoins devaient intervenir. La présidente du tribunal les a donc fait sortir avant que l'audience ne commence pour garantir la réalité de leur témoignage. Avec les citations de témoins, nous avons eu la démonstration par l'exemple de ce qu'on ne peut pas faire en pratique. En effet, les citations de témoins ont duré 35 minutes.
Cela est beaucoup trop conséquent au vu du nombre d'affaires que le tribunal doit traiter à la suite. Le tribunal aurait donc pu se demander si ces auditions de témoins allaient apporter quelque chose par rapport à ce sur quoi il avait été saisi. En l'occurrence, ce n'était pas le cas. Il aurait pu y avoir donc un débat sur l'opportunité ou non d'écouter les témoins. Le tribunal aurait pu renvoyer l'affaire et dans ce délai, donner un supplément d'information. Le président aurait également pu nommer un assesseur aux fins de commission rogatoire donnée à la police pour qu'elle mène les interrogatoires. Toujours sur les témoins a été oubliée la prestation de serment ainsi que les questions sur leur lien avec les parties, notamment si le témoin était parent ou allié ou encore au service d'une des parties. Ainsi, la question de la validité du jugement se pose, il s'expose à la nullité. L'avocat de la partie civile a bien plaidé. Il ne doit surtout pas demander de peine. Dans notre affaire, il a demandé 2 000 € de dommages et intérêts par gendarme et 600 € au titre des frais d'avocat. Notons que 2 000 € est un montant trop élevé pour un préjudice moral. L'usage des tribunaux révèle un montant qui se situerait plutôt autour des 300 €. Le parquet a proposé une peine de 9 mois d'emprisonnement et 10 000 € d'amende. Le montant de l'amende est trop élevé étant donné que le prévenu n'est pas solvable. Le stage de citoyenneté demandé est une peine que l'on pourrait qualifier d'utile, de juste, car le prévenu a un sentiment d'injustice. Il faut donc lui faire comprendre que ce n'est pas au citoyen d'être le juge de la légalité de l'action publique. La défense n'a pas pris le dossier sous le bon angle. Il y avait des nullités à relever. Il fallait donc plaider la relaxe sur les nullités et non pas sur une infraction non constituée, puisque l'infraction, en l'espèce, était indéniablement constituée. C'est ce qu'on appelle la plaidoirie hors sol. L'avocat plaide, mais il ne sera pas écouté par le tribunal. Il faut savoir accepter la condamnation et se battre sur la peine, sur le choix de la bonne peine. Si l'avocat plaide quelque chose qui n'est pas entendable, le tribunal ne l'écoutera pas. Pour finir, le président du tribunal a bien rendu la parole au prévenu en dernier. Le tribunal a condamné le prévenu à payer 1 500 € d'amende et 2 000 € de dommages et intérêts par gendarme au titre du préjudice moral. Toutefois, le tribunal n'a pas vidé sa saisine et a oublié de statuer sur les frais d'avocat. Pour le siège, il s'agissait d'une affaire assez complexe en raison des incohérences des témoignages et d'une procédure plus ou moins bien complétée. Mais finalement, on a procédé au délibéré en décidant d'une peine qui paraissait la plus adéquate au vu du profil du prévenu et la plus juste pour le siège. Effectivement, je ne suis pas forcément tout à fait satisfaite de la peine qui a été prononcée. J'aurais forcément préféré une peine d'emprisonnement même avec sursis. Évidemment, ça aurait été mieux pour mes clients qui ont quand même, je le rappelle, subi un lourd préjudice moral du fait de toutes les injures qui ont été prononcées à leur égard. J'ai trouvé qu'effectivement, il pouvait y avoir quelques petites difficultés, comme l'a dit également ma consoeur, sur quelques parties du dossier. Puis moi, j'ai surtout soulevé beaucoup d'incohérences. Et puis bon, moi, c'est plutôt du côté du prévenu que j'en ai soulevé. Mais voilà, je reste sur ma position que j'aurais voulu une peine plus élevée et même des dommages et intérêts au mieux plus élevés. Bonjour, on joue le rôle de 3 avocats dans le cabinet RED. C'est ça, et on est cet après-midi, on est dans la partie défense. On doit défendre un client pour un vol avec effraction en état de récidive légale. Je pense qu'une des premières difficultés, c'est la rapidité avec laquelle on doit travailler. On a eu le dossier il n'y a pas longtemps et du coup on doit vraiment prendre connaissance de toutes les pièces rapidement. La difficulté, c'est de ne pas manquer d'informations alors qu'on va très vite dans ce qu'on fait. Et de préparer une bonne défense, d'avoir les bons arguments. On m'avait volé ma télé, donc on lui a déjà volé sa télé. Donc c'est une victime avant d'être... C'est une vengeance. Non mais c'est quand même quelqu'un qui se fait voler sa télé. Donc certes il vole une télé, mais il y a une logique. C'est-à-dire qu'il se fait voler sa télé. Il vole une télé, il aurait pu voler la télé et la box et de l'argent et des bijoux, il a volé que la télé. Quelqu'un m'a volé ma télé et je suis pas allée porter plainte parce que j'avais peur des représailles. Ok. Et du coup après je suis allée retourner voler une télé. Donc si ça se trouve c'était peut-être pour la personne qui m'a volé ma télé à moi. Ah mais hier les policiers à la BAC m'avaient montré une photographie en noir et blanc, mais c'était pas la même et je l'avais également reconnue. C'est ça que tu voulais dire? Ouais c'est ça. Après ils peuvent le faire techniquement. Non, tu peux pas demander à un témoin de reconnaître un suspect et ensuite de refaire... Refaire, ouais. Enfin tu peux mais c'est pas très logique. Et j'aurais dû faire le tapissage direct? Le tapissage il sert à quoi du coup après? Bah rendre régulier le fait qu'il a reconnu le mec. J'imagine. Je suis formé, le cas ressemble à 100% de l'individu d'hier.
Il y a un policier là-bas qui m'avait montré une photo en noir et blanc, mais qui n'était pas la même, et je l'avais également reconnue. Ils auraient dû directement faire le tapissage pour qu'il ait à choisir en fait la personne. On a orienté le témoin. On peut dire ça? Bah, mais à ça veut faveur dire du ça, client. dire. Oui, bah bien sûr. Oui, là où je rigole. Aujourd'hui, nous traitons d'ailleurs deux affaires différentes. Une partie où nous serons à la défense de l'accusé et une autre... La partie civile. On va représenter la partie civile pour la deuxième affaire. Ok, très bien. Et est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu également des difficultés que vous pouvez rencontrer dans cette simulation de procès par rapport aux affaires qui vous ont été attribuées? Je pense que la première difficulté, c'est les échéances de temps qui sont très très courtes. On a eu moins de 24 heures pour découvrir les dossiers, ce qui nous met quand même dans des conditions qui sont assez similaires à celles des pratiquants dans leur vraie vie. Et puis oui, découvrir ses camarades aussi dans une situation de stress, c'est quelque chose de challengeant, mais que pour le moment, je pense, nous gérons relativement bien. Bonjour, je suis Alice Auduit, juge aux affaires familiales. Donc j'interviens en tant qu'assesseur et il s'agit d'un vol par effraction. Nous avons affaire à deux dossiers en réalité, il s'agit d'une jonction de procédure. Dans le premier dossier, le mis en cause a reconnu les faits et a rendu les objets volés à la victime. Mais dans le second dossier, il n'y a pas de preuve parfaite comme quoi il aurait été à l'origine de ce vol. Donc nous rencontrons actuellement un problème quant à l'établissement des preuves. Dans la deuxième affaire, les étudiants sont confrontés à une nouvelle difficulté, la jonction de procédure. Cette problématique va mener à une longue discussion entre le parquet et le siège. Il a dit qu'il faut joindre les deux procédures. Ouais, il a dit qu'il y avait... C'est pour ça qu'on parlait de jonction, disjonction, c'est lui qui a posé la question. Parce que je suis pas certain qu'on ait des éléments suffisants sur la deuxième procédure. Ça, c'est au tribunal. Oui, mais c'est aussi à moi de... Ouais, c'est lui qui a le corrigé les poursuites. C'est moi qui renvoie les poursuites quand même. Oui, tu en fais après, tu vois. C'est moi qui vous dis si c'est en état. Après, on disait parce que si ça n'a pas juré, qui renvoie dans le tribunal, tu vois. Ouais. Et dans l'occurrence, effectivement, il y a une procédure. À mon avis, on aurait mérite à creuser un tout petit peu plus pour avoir un truc probant. Ouais. Parce que là, c'est des suspicions, c'est. Enfin, non, mais c'est sûr, comment parce que nous, du coup, on pensait... C'est pas encore un état d'être jugé, j'ai des suspicions clairement précises, mais en même temps, c'est pas encore un état d'être jugé. C'est pour ça qu'on lui a posé la question et du coup, il nous a dit il y a une jonction, mais il y en a un des deux qui est beaucoup moins de preuves que l'autre. Mais il a dit que c'était l'intime conviction des juges. En gros. Enfin, les deux profitent à l'étudier, donc. Du coup, vous continuez à faire les investigations pour... En fait, je suis mais ils ont fait ça. Non, en fait, pour récapituler, ils nous ont proposé une comparution immédiate et nous on n'est pas d'accord et on dit que ce soit une CRPC, une comparution sur reconnaissance. En fait, moi je suis juste vice-procureur, on a la procureure de la République. La procureure de la République, c'est Madame Boudéa. C'est-à-dire à la place de son ami. À la place d'une CI, je voudrais une CRPC. Ah non, mais en fait, il n'y a pas de CRPC, c'est bon, il est en récidive légale. Si, mais non, mais il est complètement en récidive légale. C'est pas un problème pour la CRPC. Mais je m'en fiche, c'est l'opportunité poursuite. J'ai décidé qu'on faisait un essai de comparution immédiate. Mais il m'a délégué le pouvoir. On est en récidive légale, il a déjà fait plusieurs mois de prison, il a déjà essayé toutes les condamnations. Quoi? C'est toujours opportunité des poursuites. Les minutes défilent, la comparution immédiate arrive à grande vitesse. Il est alors temps pour les avocats de la partie civile d'écrire leurs conclusions. Parallèlement, le parquet essaie de se positionner sur la peine à requérir au vu du profil du prévenu. 69 400. Allez, hop. Ok, en présence de Monsieur le procureur de la République, ok, rappel des faits. Donc, Madame habite. On va mettre un X à la place. Hein. Alors qu'elle rentrait chez lui. Chez elle. Vas-y, dicte-moi des faits. Alors. En fait, c'est simple, le mec qui le connaît. Mais c'est vrai que le mec qui le connaît, donc pas bête. Ouais, c'est ça. Il aimait des romans. Ouais. Alors, il faut qu'ils comprennent que. Faut pas qu'il recommence. Au moins, il faut qu'il se fasse d'abord. Il a déjà été condamné 1000 fois et en moment, la justice a pas envie de le voir. C'est très méchant. Quand tu vas s'agir de faire.
C'est ce que j'ai vu quand j'étais en stage justement. Quand il s'agit de faire l'état du casier judiciaire, j'ai fait un mot sur mention des dire il y a 8 mentions, principalement pour des sujets. Il y a un vol aggravé, un message, une extorsion. Il y a un moment, visiblement, monsieur n'a pas compris. Malgré les peines qu'il nous a infligées, sachant qu'il a déjà eu du châssis, il a eu des tiges, il a déjà eu des jours avant, il a déjà eu 6 mois d'emprisonnement, tu vois. C'est pour ça qu'il y a un moment, putain, mais si je comprends pas, si je comprends pas, la justice, voilà, elle tombe. Ça, je trouve que vraiment, c'est pas assez. L'étape du débat dans un procès correctionnel est extrêmement importante. Elle peut mener à des questions diverses et changer considérablement le verdict. C'est ce que nous verrons dans cette deuxième affaire. Pouvez-vous me dire à quelle heure vous êtes arrivé chez la victime? Parce que la victime, le témoin va appeler les services de police à 19h50. La victime s'est absentée entre midi et 22h, midi 20 et 22h. J'aimerais savoir à quel moment vous êtes arrivé chez la victime, puisque vous reconnaissez. Et à quelle heure vous êtes parti de chez la victime? Quelques minutes après être rentrée chez elle, j'ai pris la télé, je suis partie. Vous saviez ce que vous étiez venu chercher chez la victime. Dans la procédure, il est versé le fait que vous avez tenté de vendre des appareils électroniques, notamment un four et un aspirateur, notamment pour vous acheter une nouvelle télé, mais vous n'êtes pas parvenu à les vendre. J'ai vendu mon four. Malheureusement, on n'a offert que 5 €, donc vous imaginez bien que une télé, c'est compliqué. Oui, on vous l'a acheté, ensuite il a été jeté dans une déchetterie, mais on vous l'a acheté parce que vous êtes énervé. Est-ce que vous énervez? Après, moi je suis allée dans un syndicat pour vendre mes biens, donc si on refuse tout, je voulais vraiment ma télé, j'avais besoin de cet argent. Et pourquoi, alors que vous êtes chez Madame Roy, vous n'aviez volé qu'une télé et 2 télécommandes? Pourquoi ne pas avoir voulu emprunter d'autres choses, notamment de l'argent, pour vous permettre d'acheter une télé ou des objets de valeur? Moi je ne suis pas voleur de base. Vous n'êtes pas voleur, enfin, c'est quand même la 9e condamnation de votre. Oui, mais ça c'est passé. Maintenant, franchement, j'essaie de me remettre sur le droit chemin. Il a absolument pas volé cette télé. Malheureusement, je me suis volé ma propre télé, donc quand même il y a 2 semaines, avant les fêtes. J'essaie toujours de faire ça. C'était un peu en dernier ressort. J'ai juste pris la télé, je suis partie. Je ne vais pas voler cette dame contre le c'est bien. Cette télé, vous l'avez volée pour l'utiliser, pour la revendre? Je l'ai volée pour avoir une télé, pour regarder la télé chez moi. Mais c'est vrai que c'est mal, c'est bien. Je regrette ce que j'ai fait. Si la dame était venue me demander de rendre sa télé, bien sûr que je lui ai rendu sa télé, mais donc vous n'avez pas bénéficié de vol, vous n'aviez aucun complice? Ah non, non, c'est vraiment sur le coup du moment, c'est pas ce qui m'a pris. J'ai pas accepté. En plus, il vous marquez que la télé est abîmée. Vous reconnaissez être à l'origine de cette dégradation? Probablement, honnêtement, je m'en souviens plus. C'est vrai que c'est une télé, bon, c'est facile à transporter, c'est quand même lourd. Certes, mais dans les PV, il est aussi fait mention du fait que le numéro de série a été arraché, puis replacé, mais à un endroit différent. Aucune idée, peut-être qu'en la transportant, il s'est arraché, j'ai voulu le remettre. Comme je vous ai dit, c'était pas mal honnête. J'ai volé la télé, mais je voulais pas non plus. Je pourrais pas vous dire, j'ai remis le numéro donc. Oui, je voulais simplement revenir sur votre état d'esprit. Vous nous dites, comme l'a souligné Madame la Présidente, que vous êtes allé à EasyCash et essayé de vendre des objets pour obtenir de l'argent. Et une fois que vous avez vu que vous n'obtiendrez jamais assez d'argent pour acheter une télé, vous vous êtes dit qu'il était judicieux, enfin, vous n'avez pas réfléchi au fait que votre action était complètement illégale. Vous vous êtes simplement dit que c'était justifié d'aller en volume chez quelqu'un d'autre. Vous dites que vos intentions n'étaient pas malhonnêtes, mais est-ce que vous comprenez réellement la portée de vos actes? Est-ce que vous comprenez le préjudice que ça a pu causer à la victime, par exemple? Mais au-delà du fait qu'elle n'avait plus de télé, est-ce que c'est pas traumatisant que quelqu'un s'introduise chez soi, vole son matériel? La partie civile était vous-même victime d'un vol, d'une télévision. Est-ce que vous avez réellement apprécié ce moment? Pas du tout. Et vous vous êtes dit, bah moi j'ai pas apprécié, mais je vais faire la même chose à quelqu'un d'autre pour en avoir une de nouveau. Après, sur le moment, ça m'a pas traversé l'esprit, honnêtement.
Moi, de tous les cas, j'ai plus eu peur qu'autre chose, vu que je me suis quand même fait séquestrer. Mais vous n'avez pas porté plainte? Ah non, je n'ai pas pu, j'ai trop peur de représailles. Je voulais quand même revenir ensuite de cette motivation qui était donc mue par une simple volonté propre et très égoïste. Demander aussi par rapport à ce coup de pied. Vous le dites qu'il est léger, un coup de pied léger, c'est ça? Oui. Mais je crois bien, et photo à l'appui, que parce que vous avez dit un coup de pied léger, ça ne fonctionnait pas. Et Madame la Présidente a dit, à la base, c'était fermé. Et vous l'avez confirmé. Vous avez confirmé le fait qu'à la base c'était fermé, vous avez quand même dit en fait comme ça, il y a rentré. J'ai donné un coup de pied, la porte s'est ouverte. D'accord. Parce que quand même, nous, on voit un peu plus. Hein. Je sais pas si vous voyez, il y a quand même des marques de pesée, juste ici. Et est-ce que vous avez, qu'avez-vous utilisé en réalité? Parce que là, simplement votre pied, c'est assez complet, bravo. Hein. Merci. Enfin non, j'ai donné un coup de pied, j'ai peut-être posé les doigts un petit peu comme ça, ouais, d'accord. Sur le coup de l'action, franchement, parce que donner le coup de pied. Ça ressemble peut-être un peu à une planification, ou du moins vous avez vraiment cherché un objet suffisamment contondant et solide pour l'ouvrir. Après, sur une porte déjà un peu faible, ça passe tout seul, c'est ça? Non, c'est un coup de pied suffit. Vous n'avez pas une tendance un peu à la kleptomanie? Non, honnêtement, des erreurs de parcours, j'imagine. Regardez la porte, s'il vous plaît. Des erreurs de parcours, ça arrive à tout le monde. Et puis, non, honnêtement, je ne veux pas voler, c'est juste que là, j'avais vraiment besoin de cette télé. Après, mon passé, honnêtement, je n'avais pas volé. Vous avez vraiment besoin de cette télé, mais l'avocate de la partie civile l'a bien dit. Vous connaissez la valeur du travail, vous avez vous-même été volé il y a 2 semaines. Vous ne vous êtes pas dit, tiens, je ne vais pas prendre cette télé parce que je sais ce que ça fait et je peux me débrouiller pour en avoir une autre. Votre seule solution, c'était le vol. Est-ce que vous travaillez? Qui a reconnu la personne avec un tapissage. Nous avons une perquisition qui a retrouvé la télévision. Nous avons une correspondance entre les vêtements. Et puis surtout, nous avons des aveux, ce qui ne laisse pas de doute non plus quant à l'élément intentionnel. Donc au niveau de la gravité, je vous l'ai déjà dit, c'est une infraction assez grave, d'autant plus que c'est en récidive. S'agissant de la personnalité de monsieur, on a assez peu d'éléments, célibataire, sans enfant, sans emploi, qui a des problèmes d'addiction, notamment à l'alcool et puis à la drogue. Donc voilà, pas grand chose à dire, mais plusieurs condamnations au casier judiciaire, notamment en matière de vol, mais aussi en matière de conduite sous état alcoolique, en matière de trafic de stupéfiants. Mais je voudrais quand même indiquer que lorsqu'on veut quelque chose en France, on le paye, on travaille, on se le procure comme cela. Et le vol n'est pas une solution. Donc quand on a déjà été condamné pour un vol aggravé, pour un recel, pour une extorsion, c'est peut-être un peu bête de revenir dans le tribunal pour un vol de télévision. Mais je crois que monsieur ne comprend pas, en fait, il a déjà été condamné à des travaux d'intérêt généraux, à du sursis, à des jours amende. Il ne comprend pas. Même à l'emprisonnement, il a fait 6 mois d'emprisonnement, je crois, pour l'extorsion. Il ne comprend pas, visiblement, leur problème avec la loi. En fait, ça va être très clair. Maintenant qu'on est en récidive, le parquet demande 3 ans d'emprisonnement, 1 an ferme et 2 ans à la sortie d'un sursis probatoire avec obligation de soins, obligation de travailler, obligation de réparation. 1 an ferme pour que monsieur comprenne qu'il faut arrêter les bêtises. 2 ans de sursis probatoire pour qu'il y ait, comme vous l'avez dit, maître, un suivi. Et puis obligation de soins pour soigner ses problèmes de dictologie. Obligation de travailler pour pouvoir être réinséré dans la vie sociale, ne plus être tout seul et puis pouvoir se payer une télévision. Obligation de réparation parce qu'effectivement il y a des préjudices qui ont été causés par cette infraction, qu'il faut bien évidemment réparer, ce qui apprendra certainement à monsieur un peu plus la valeur de l'argent. Je vous remercie. Dans cette deuxième affaire, la présidente a encore une fois bien respecté le canevas d'audience et a bien pensé à la particularité de la comparution immédiate. En effet, elle a obtenu l'accord du prévenu à être jugé le jour même dans le cadre d'une comparution immédiate. Sur la personnalité, la présidente a bien pris soin de s'y attarder. Elle aurait dû néanmoins bien détailler les condamnations passées de l'accusé. Concernant le procureur, il était pertinent de justifier le choix d'orientation en comparution immédiate puisque c'est un mode dérogatoire. On envoie en comparution immédiate seulement les faits les plus graves et les plus urgents.
Le rappel du quantum de peine encourue était donc pertinent, soit 14 ans d'emprisonnement encouru, puisque nous étions ici en récidive. Cela permet de comprendre pourquoi le procureur demande 3 ans, dont 1 an ferme. Le procureur a fait de belles réquisitions. Néanmoins, il n'aurait pas dû évoquer une possible kleptomanie qui est une maladie mentale. Or, l'altération du discernement entraîne une diminution de la peine encourue. Cela ne s'alignait pas avec le fond des réquisitions du procureur. Il est intéressant d'appuyer sur les problèmes d'alcool et de drogue sans être moralisateur pour convaincre le tribunal. Le procureur a bien détaillé les condamnations pour montrer que le prévenu n'a pas progressé. Or, la logique du législateur est de condamner plus sévèrement un prévenu qui aurait récidivé. Le procureur a également bien montré que toutes les peines qu'a effectuées le prévenu ont été sans effet. Le prévenu a néanmoins récidivé, ce qui implique qu'une incarcération pour protéger la société semble nécessaire. Toutefois, le parquet n'a pas mentionné la demande de maintien en détention puisque le prévenu était déjà en détention. Mais le tribunal a rattrapé cet oubli en prononçant ce maintien en détention. Le tribunal a également prononcé un sursis probatoire de 2 ans et des obligations de soins et de travail ainsi qu'une indemnisation. Peut-être une petite déception, j'avais requis 3 ans d'emprisonnement, donc 2 avec sursis probatoire et quelques obligations. Le sursis probatoire a été retenu. Simplement, il n'y a que 6 mois d'emprisonnement ferme dans cette affaire pour une personne qui est un habitué finalement du tribunal. Ça paraît un peu léger, mais je ne ferai pas appel de la décision, ça ne sert à rien. Notons que la présidente n'avait pas à demander s'il y a des oppositions à ce qu'elle redonne la parole à son assesseur pour poser des questions. C'est elle qui décide comment tenir son audience. Elle n'a comme limite que le respect du principe du contradictoire. Elle doit donc veiller à refaire un tour de parole. Aussi, il est important de noter que lorsque le tribunal pose des questions, il doit formuler des questions ouvertes. Dans le cas contraire, il y a un risque d'atteinte au principe d'impartialité. Il faut également faire attention à s'adapter à son public. Il ne faut pas faire de phrases trop longues ni utiliser de termes trop compliqués. La partie civile a demandé une expertise pour chiffrer les dégâts. En réalité, il ne s'agit pas vraiment d'une expertise, mais d'un renvoi sur intérêt civil. Lorsque la partie civile n'est pas en état de chiffrer ses préjudices, on dissocie la partie pénale et la partie civile. Le tribunal statue donc sur l'action publique et renvoie son audience civile pour statuer sur les chefs de préjudice. La partie civile a demandé 1 500 € pour le préjudice matériel, 1 000 € pour le préjudice moral et 600 € pour les frais d'avocat, ce qui est cohérent. Dans l'ensemble, c'était intéressant parce qu'on a tous pu exprimer ce qu'on pensait sur le fond et la forme aussi, beaucoup. Et quant à la peine prononcée, il se trouve que la présidente et ses 2 assesseurs n'ont absolument pas parlé du civil, donc de ce que nous demandions. Donc en réalité, malgré un souhait de faire un renvoi au civil pour les intérêts, on n'a eu aucun retour sur les dommages et intérêts moratoires. La défense ici n'a pas une place évidente, puisque les faits commis sont reconnus par le prévenu. Elle aurait pu se saisir de la kleptomanie, des problèmes de drogue et d'alcool en début d'audience pour demander un délai pour une expertise psychiatrique, car l'altération du discernement réduit d'1 tiers les peines encourues. Une bonne plaidoirie de la défense est celle qui rebondit sur les autres. Ainsi, l'avocat de la défense aurait pu plaider sur le mandat de dépôt en disant que son client n'a pas sa place en détention. L'avocat devait en réalité se battre sur la juste peine. Le tribunal a prononcé une peine cohérente, soit 6 mois fermes avec mandat de dépôt, avec un sursis probatoire de 2 ans et une obligation de soins. Toutefois, le tribunal n'a pas vidé sa saisine car il n'a pas statué sur l'action civile. Ce n'est pas parce que le prévenu n'est pas solvable qu'il ne faut pas statuer sur l'action civile. En effet, en matière de dommages et intérêts, on retombe sur des notions de droit civil, c'est-à-dire qu'on doit indemniser le préjudice, tout le préjudice et rien que le préjudice. Cela implique que la somme correspond au préjudice subi en réalité et non à la solvabilité de l'auteur. L'affaire des cadenasseurs, elle pose une vraie difficulté du droit pénal spécial de qualification. En gros, quelle est la bonne qualification pour le petit malin qui rajoute un cadenas sur un vélo qui n'est pas le sien? Et c'est une question qui est loin d'être aisée. Et c'est justement pour nous faire réfléchir. Et à travers cette histoire, qui peut sembler être une histoire blague, il y a une vraie réflexion juridique approfondie à mener. Bonjour, je m'appelle Carmen Valls, je suis commissaire de police au sein du commissariat de Val-Rouge. Pouvez-vous nous parler de l'affaire dans laquelle vous intervenez? Oui, alors on intervient suite à 2 plaintes qui ont été déposées
au sujet de cadenassage de vélo. Donc 2 individus ont retrouvé un matin leur vélo cadenassé, qui avait un antivol de base, mais des délinquants ont mis en plus, donc il était impossible de les utiliser. Et du coup, nous n'avons pas encore de suspect. L'affaire est en cours. Bonjour, dites-moi qu'est-ce qui vous amène ici? Bonjour, je viens vous voir pour déclarer le cadenassement de mon vélo. D'accord, est-ce que vous pouvez décliner votre identité s'il vous plaît? Oui, maître Loïc Gandolfo. Voilà, pour vous expliquer un peu. Ce samedi 2 novembre, en arrivant à mon cabinet, le cabinet de maître Mermérian, situé dans la ville de Val-Rouge, j'ai voulu cadenasser et entreposer mon vélo au sein de l'immeuble, au rez-de-chaussée. Donc j'ai dû pour ça rentrer un digicode. Donc nous sommes peu à avoir parce qu'il y a seulement un cabinet de notaire, un cabinet d'avocat conseil et aussi de notaire. Et donc en cadenassant mon vélo, qui a quand même une forte valeur pécuniaire, au sein de la rambarde d'escalier à 10h, et en revenant à 10h30, je me suis rendu compte que mon vélo avait un autre cadenas, à 10h24 très exactement, si vous l'êtes précis. Donc dans ce laps de temps entre 10h et 10h24, un individu a trouvé bon et très rigolo de cadenasser mon vélo. À la suite des 2 dépôts de plainte, la commissaire Carmen Valls appelle la permanence du parquet du tribunal de Val-Rouge pour tenir informé la substitut du procureur en charge du service de traitement direct de l'ouverture d'une enquête de flagrance. La commissaire va alors expliquer que 2 personnes ont déposé plainte suite à la découverte d'un cadenas rajouté sur leur vélo déjà cadenassé, les empêchant alors de faire usage de leur vélo. Elle souligne également que la plainte a été déposée contre X, puisqu'il n'avait aucun renseignement sur la personne à l'origine de ce cadenassage. Elle explique enfin avoir retenu la qualification de vandalisme avec un dommage léger. Ces faits relevant d'une infraction délictuelle et ayant été découverts moins de 24 heures après les faits, le cadre d'enquête privilégié par la commissaire est la flagrance. En donnant toutes ces informations, la substitut du procureur va alors pouvoir donner des directives ou, en tout cas, interroger la commissaire sur les actes effectués, ce qui permettra à la commissaire d'être orientée sur la suite à donner à cette affaire. S'il y avait des caméras de vidéosurveillance de la ville à proximité des vélos cadenassés? Alors non, parce que les faits se sont déroulés dans les halls d'immeubles. Donc il n'y avait pas de... Et dans les halls d'immeubles, il n'y a pas de caméra? Non, pas la commission. Ok, essayez de vous renseigner sur l'existence de caméras ou de témoins dans l'immeuble. Est-ce que vous avez d'autres faits similaires? Non, c'est seulement ces 2 plaintes-là? Ok. Écoutez, pour le moment, il va falloir continuer l'enquête de flagrance et essayer de réaliser d'autres actes. Donc, à part l'éventuelle vidéosurveillance ou je pense que essayer de faire une expertise technique sur les cadenas, ça serait un petit peu excessif. Donc, essayez de revenir vers moi lorsque vous avez ces informations-là. Ok, c'est noté. Merci. Au revoir. Mon rôle, moi, je faisais partie de la police judiciaire de Val-Rouge et j'étais le brigadier chef Éric Raquin. Donc j'étais un officier de police judiciaire parce que la victime vient au service de police déposer sa plainte. Après, il va y avoir une enquête qui va être diligentée par les services de police sous la direction du procureur de la République. Durant cette enquête, on va réaliser des actes comme des perquisitions, des auditions, des transports sur les lieux, des constatations, des expertises. On va travailler également avec d'autres services de la police comme la police scientifique et technique afin de procéder à des analyses d'empreintes digitales, des choses comme ça. Et le but, c'est de monter un dossier à travers ces actes pendant une enquête qui est soit de préliminaire, soit de flagrance, suivant la gravité de l'infraction commise et ce qui est relaté dans la plainte, pour qu'ensuite on puisse transmettre ce dossier au procureur de la République pour qu'il puisse décider si oui ou non ça mérite de poursuivre les auteurs des faits relatés dans la plainte. On rédiger un procès verbal de transport sur les lieux d'une infraction commise ainsi que la constatation des premières preuves qui ont pu être relevées ou des incidents trouvés sur les lieux. D'accord, et en quoi consiste un PV de transport sur les lieux? Eh bien, c'est tout simple, un PV de transport sur les lieux consiste à relater l'action des OPJ assistés de leurs APJ de se transporter sur les lieux où l'infraction a été signalée au service de police
afin de récupérer les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité. L'affaire étant en état d'être jugée suite aux multiples actes réalisés par les enquêteurs, le parquet a décidé de poursuivre l'auteur ayant cadenassé le vélo du lieutenant Sylvain en effectuant une composition pénale qui est un mécanisme de désengorgement de la justice. Une réunion est alors rapidement organisée par les membres du parquet pour expliquer au greffier, qui est délégué du procureur habilité pour procéder à cette procédure, comment l'effectuer. Cette alternative aux poursuites est strictement prévue par le Code de procédure pénale lorsque l'auteur a reconnu les faits et pour les infractions punies d'une peine d'amende ou d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans. Vous êtes bien Melon Gaspard? Oui. Né le 29/02/1996 à Cavaillon? Oui. Vos parents s'appellent Melon Gérard et Ducatel Marie? Oui. Vous êtes encore étudiant? Oui. Vous demeurez toujours 12 rue des Francs Briscard à Valrouge? Oui. Vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Pour avoir cadenassé des vélos. Très bien. Et vous savez que cela est répréhensible par la loi? Je ne le savais pas, mais maintenant oui. Donc on va procéder à une composition pénale. Vous avez le choix d'accepter ou non. Si vous n'acceptez pas, on pourra toujours vous poursuivre. Si vous acceptez, vous devrez effectuer la peine qu'on vous donne. Donc le procureur propose une obligation d'effectuer à vos frais un stage de citoyenneté. Donc vous avez toujours le droit de refuser et vous avez le droit d'être assisté par un avocat qui est présent. Donc que voulez-vous faire? Je refuse. Vous refusez? Oui. Donc vous êtes bien d'accord qu'on pourra toujours vous poursuivre? Oui, je suis d'accord. Et cochez la case. Je signe. Et tu peux même mettre la date. On est le 20 octobre. Très bien. Au revoir. Suite au refus de la composition pénale par M. Melon, le parquet, les avocats de la défense et de la partie civile se sont immédiatement affairés à la préparation de l'audience. Cette préparation s'est accompagnée d'une difficulté majeure, la réception rapide des dossiers de la procédure. Alors, du fait de mon refus de la composition pénale, je vous demande de me transmettre les dossiers de la procédure. J'aimerais me remercier de le faire dans les plus brefs délais. Très bien, merci. Tout à l'heure, l'audience. On va transférer les mails. Problème technique. Ouais, on va faire ça. Ouais, en vrai, on peut totalement demander un délai. On n'a pas la procédure, les gars. C'est pas normal du tout. Hein. Pas du tout. Ouais, pas assez de temps pour se préparer. Et c'est pas, le parquet, le quelqu'un du parquet n'a pas reçu le truc, donc c'est pas sa faute entre guillemets, quoi. C'est plus le mail qu'on pouvait transférer, quoi. Je pense que le procureur est relax. Je crois que oui, parce qu'en fait, c'est sûr, vu qu'il a envoyé, vu qu'une fois que tu es lancé l'action publique, tu peux plus retourner en arrière. Des fois, tu es obligé de payer relax, parce que tu sais qu'il a rien fait. C'est sympa, hein. Tu sais, je fais des relax comme l'avocat. Et monsieur le procureur, je vous comprends pas. Non, mais je me disais d'entrer en condamnation et de condamner un stage de citoyenneté, c'est sûr, parce qu'il a refusé. 105 heures de travaux d'intérêt général. L'enjeu de cette affaire, comme l'a rappelé M. Murpec, est la qualification pénale donnée aux faits. La défense considérant que l'infraction de vol ne peut être retenue pour les faits en cause, il apparaît essentiel de suivre l'entretien précédant l'audience correctionnelle pour se focaliser par la suite sur la plaidoirie de la défense. Elle donne une raison. Ah oui, écologique. Ah, c'est ça? Ouais. Je l'ai dit dans les Sur le vélo? C'est 50 ans, j'ai lancé la liberté essentielle parce que c'est un vélo électrique. J'ai trouvé ça peut-être aussi dire que la batterie elle consomme beaucoup trop. Il n'y a pas d'intérêt. Tu argumentes bien sur ta cause, que vraiment c'est quelque chose qui te tenait à cœur et en fait là tu t'en rends compte que ça sert à rien. Et si j'ai menti au début, ouais, c'est pas ce que T'avais peur? Tu vas t'excuser.
Et Madame le juge assesseur, je suis aujourd'hui totalement sidérée. Je suis sidérée d'être devant vous pour des faits de vol sur un simple cadenassage de vélo dont est accusé mon client et qu'il a reconnu par ailleurs. On est sur une qualification sévère, 3 ans d'emprisonnement pour des faits simplement de rajouter un cadenas sur un vélo qui a déjà un cadenas, sans l'enlever, le cadenas qui est déjà sur le vélo. On est sur des faits bénins. Et on nous parle aujourd'hui de vol. On est tous surpris par cette qualification retenue. Alors, monsieur le procureur, vous avez dit quelle absurdité. Quelle absurdité d'avoir refusé la composition pénale. Moi, je dirais quelle absurdité de vouloir faire une composition pénale à mon client. Je rappelle que la composition pénale, elle repose sur une infraction, sur une contravention ou sur un délit. En l'occurrence, vous l'accusez de vol. Mais elle n'a absolument pas volé. Elle n'a pas soustrait la chose d'autrui. Elle a cadenassé. Donc pourquoi refuser? Parce qu'on refuse tout simplement qu'on nous impute ce vol. Parce qu'il n'a pas été commis. Tout simplement. Je rappelle ce qu'on semble ici l'oublier, ce principe fondamental qu'est le principe de l'égalité des délits et des peines, à l'article 111-3 du Code pénal, qui a été longuement affirmé par une jurisprudence constante de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, mais également par le Conseil constitutionnel lui-même, qui est celui que une infraction est contenue dans un texte législatif. Ici, est-ce qu'on a une infraction dans le Code pénal qui est le cadenassage des vélos ou l'obstruction, le fait d'empêcher quelqu'un d'utiliser son bien? Est-ce que c'est un vol? Absolument pas, c'est pas du tout un vol. Le vol est réprimé à l'article 311-1 du Code pénal. Et je pense qu'il faut que j'en rappelle les conditions, parce que certains ne semblent pas exactement comprendre la portée de cette incrimination. Tout d'abord, on a un élément matériel, qui est le fait de soustraire la chose d'autrui. Ici, est-ce qu'il y a une soustraction? Est-ce qu'il y a un déplacement de la chose? Est-ce qu'il y a une volonté de garder le bien pour s'approprier? Absolument pas. Mon client l'a rappelé à maintes et maintes reprises, elle n'avait aucune intention de se l'approprier. Elle avait simplement pour but de faire passer un message écologique. Alors soit, on pourra dire ce qu'on veut, effectivement, c'est peut-être pas la meilleure façon de passer le message, mais il a lui-même compris, il s'est excusé, il s'en veut, mais peut-on pour autant le considérer comme un voleur? Donc l'élément matériel ne tient absolument pas, d'autant plus que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé le 12 mars 1970 que le fait de s'approprier un bien, la soustraction, qui va pouvoir faire retenir la qualification de vol, c'est soit le fait d'avoir l'usus de la chose d'autrui, donc le fait d'utiliser, en l'occurrence, aucune utilisation, en plus aucune volonté d'utiliser la chose. On rappelle qu'il y a 2 cadenas sur le vélo, donc mon client ne pouvait pas l'utiliser. Deuxièmement, ça peut être le fautus, c'est-à-dire le fait d'en tirer profit. À aucun moment, le vélo a été vendu, a été prêté. Et puis, il y a l'abusus. C'est le fait de pouvoir le vendre, je l'ai déjà dit, mais en aucun cas, mon client a souhaité vendre ou en tirer quelconque profit, ou se comporter en tant que propriétaire du vélo. Bon, donc l'élément matériel ne tient pas. À partir de là, je vois pas pourquoi on continuerait les poursuites. Mais bon, soit, essayons de... Peut-être sommes-nous dans une fiction. Peut-être. Donc on va retenir l'élément matériel. Mais l'élément moral, lui, il se compose de 2 choses. Du dol général et du dol spécial. Vous le connaissez, mais je pense que je vais le rappeler à nouveau. Dol général, c'est avoir conscience que la chose appartient à autrui, mais en plus de ça, c'est la volonté de prendre la chose. Est-ce que ici, mon client a eu la volonté de prendre la chose? Absolument pas. Comme il l'a dit, s'il avait vraiment voulu la prendre, il aurait pris un coup de boulon, il aurait enlevé le cadenas qui existait déjà sur le vélo, et il serait parti avec le vélo. Donc,
le dol général ne tient pas du tout la route, pas une seconde. Quant au dol spécial, c'est l'intention de se comporter comme le propriétaire de la chose. Ici, encore une fois, ça ne tient pas. Il nous a expliqué ses raisons, il nous a dit que c'était des motifs écologiques, en aucun cas il voulait s'approprier, et puis il aurait utilisé d'autres moyens s'il le voulait. Donc, il n'y a pas eu de soustraction. Il ne peut pas en disposer comme il veut. Et le propriétaire, en plus de ça, il retrouve le vélo au même endroit où on l'avait laissé. Il n'y a pas de volonté de soustraire justement au contrôle et à la surveillance de la personne qui a l'objet. Il l'a toujours. Donc, en plus de ça, mon client a vu seulement plusieurs cadenassages. Il m'a parlé de 2-3 cadenassages. Ici, on essaye, j'ai l'impression, de lui imputer tous les cadenassages qui ont eu lieu. Alors qu'on est d'accord, il y a une page d'anagramme sur les cadenassages. Il y a plusieurs participations, il y a plusieurs auteurs. Et lui, il est entre tous ces auteurs et en fait, il a l'impression qu'il va payer pour tout le monde. Alors qu'il a, par bêtise, cadenassé quelques vélos, effectivement, et il le reconnaît, et il est de bonne foi. Ensuite, j'aimerais rappeler, après le principe de l'égalité des délits et des peines, un principe fondamental, lui aussi, qui est un corollaire, c'est le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Vous le connaissez tous. À l'article 111-4 du Code pénal. Le juge ne peut ni modifier le sens d'un texte législatif, ni en étendre le domaine. Je vous ai expliqué ce que c'était la soustraction. Je vous ai donné une jurisprudence qui l'explicitait. Le sens de la loi ici est suffisamment clair pour ne pas avoir à y apporter une interprétation supplémentaire. Et surtout pas à étendre simplement pour pouvoir condamner mon client. Donc le fait d'empêcher quelqu'un d'utiliser un objet comme il l'a fait là, parce que c'est de ça dont il s'agit, il a simplement empêché la victime d'utiliser son vélo. C'est une gêne, effectivement. Est-ce que c'est un vol? Absolument pas. Il est toujours propriétaire de son vélo, il sait toujours où il est, il a la possibilité d'en reprendre le contrôle. Ce n'est absolument pas un vol. Je pourrais citer un exemple. Par exemple, crever les pneus d'une voiture, c'est l'immobiliser. Mais on n'est absolument pas sur un vol. Dans cette situation-là, on va retenir la détérioration du véhicule, et pas le vol. Donc immobiliser un objet, ce n'est pas voler. On ne va pas faire une extension très large, simplement pour condamner quelqu'un. Donc, en plus de ça, mon client a été pris sur le fait, en flagrant délit, en train de cadenasser un vélo. Mais la personne, celle qui était propriétaire du vélo, ne s'est jamais plainte. On a une plainte de rappel, c'est bien sûr un autre vélo, mais on voit bien que en fait, toutes les victimes ne sont pas plaintes. Pourquoi? On prend un coup de boulon, on retire. On sait très bien que ce genre d'actions sont des bêtises. Et on le sait pertinemment, en tout cas les victimes savent mieux que le procureur, que, effectivement, ce n'est pas une infraction. Et encore moins un délit. Alors après, je pourrais parler de mon client lui-même. On sait, et on l'a vu tous ici, qu'il s'en veut, qu'il a avoué tout de suite les faits, qu'il ne mesurait absolument pas la portée de ses actes, et on peut le comprendre. On pense que c'est une blague, c'est une bêtise, mais absolument pas un fait de nature à risquer la prison. Donc, à ce moment-là, il regrette profondément, et il s'excuse, parce qu'il est conscient de la gêne que ça a occasionné. Il est conscient de ça. Et donc, il sait qu'il ne va pas le refaire. Il sait que le meilleur moyen de faire passer son message pour sa cause écologique, c'était pas de cadenasser les vélos. Il s'en est rendu compte tout de suite, au moment de l'interpellation. Donc maintenant, l'utilité de la peine pénale, si tant est qu'elle existe, parce qu'il n'y a pas d'infraction, elle est absente, totalement. Donc, plus de ça, comme il n'y a pas d'infraction, on se dit, mais pourquoi pas classer sans suite? Le classement sans suite aurait été la meilleure solution pour des faits aussi bénins. Est-ce qu'on va aller déranger des juridictions? Est-ce qu'on va participer à l'encombrement des juridictions? C'est en tout cas ce qu'on est en train de faire là. Plus de ça, il y a une incohérence.
Je rappelle qu'un classement sans suite pour des faits similaires a déjà été effectué. Mais pour les faits que mon client a commis, les mêmes faits, on n'a pas classé sans suite. Il y a un problème de cohérence là, au niveau du choix qui a été réalisé. Donc on a l'impression un petit peu qu'on s'est acharné sur mon client. Et de plus, je parlerai aussi de la procédure qui a été effectuée par les policiers, qui a été un petit peu brouillon, je pense, et qui a participé aussi à ce flou et au fait qu'on en vienne ici à discuter d'actes si bénins. C'est qu'il y a eu un premier dépôt de plainte qu'ils ont appelé dépôt de plainte. Alors je sais pas ce que c'est, dépôt de plainte. Je pense que ici ça montre juste en fait la hâte avec laquelle les policiers en fait ont rédigé les actes, sans vraiment se soucier du mot principal, en fait, du premier mot qui figurait sur leur procès verbal. Premier procès verbal, je vois dépôt de plainte. Ok, là, ça commence bien. Bon. Et puis après, je vois, d'abord, ils ont commencé par des faits de détérioration. D'accord? Non, les vélos ne sont pas abîmés, il n'y avait aucun fondement, aucune base. Pourquoi pas? Ici, en fait, comme on ne sait pas exactement quelle infraction choisir, bon, on va en choisir une au pif. Détérioration, pourquoi pas? Et puis après, on se rend compte que ça va peut-être pas bien. Qu'est-ce qu'on va prendre? Vol, pourquoi pas? Pourquoi pas après tout? Donc on passe d'une infraction à une autre, sans explication, sans fondement. Mais ici, pourquoi on passe de détérioration au vol? Parce qu'il n'y a pas d'infraction. Il n'y en a pas d'infraction. Et ils ont essayé. Alors c'est bien. Ils ont essayé. Mais si on n'y arrive pas, est-ce que ça vaut le coup de mettre une infraction au pif, si vous me permettez l'expression, simplement pour pouvoir condamner quelqu'un? En plus, j'aimerais souligner que les faits ont lieu en 2015, mais aujourd'hui en 2023. Ça fait 8 ans. 8 ans pour des faits de cadenassage de vélo. Je sais pas quoi ajouter en fait, parce qu'il n'y a rien à ajouter. C'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie. C'est un scandale. C'est tout simplement un scandale, je vous le dis. Et enfin, je terminerai par le but du droit pénal. On a une but de prévention tout d'abord. Prévenir les infractions d'être commises. Je pense que mon client l'a très bien compris. Et d'ailleurs, il ne l'a pas refait depuis 8 ans. Je pense qu'il a compris la leçon. Et en plus, un autre but du droit pénal, c'est le but de protéger. Protéger la société des individus dangereux. Mon client a canassé 3-4 vélos il y a 8 ans. C'est un individu dangereux. Donc les faits sont juridiquement inqualifiables, vous me l'accorderez. Je vous demanderai donc de prononcer l'inverse. Merci. Merci, monsieur Delon. Ce dossier, le professeur Murbach nous a confié qu'il l'utilise toujours avec ses élèves car il est très intéressant juridiquement. Il permet de réfléchir en droit pénal spécial sur le choix de l'infraction pertinente à qualifier. Cela a un impact sur les cadres d'enquête. En effet, si l'on choisit de raisonner sur les dégradations légères, l'enquête de flagrance ne sera pas une option. Donc si on s'engage sur une mauvaise qualification au départ, on risque de commettre des irrégularités. De plus, il y a le principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Il faut donc réfléchir sur comment qualifier et sur l'opportunité d'une condamnation. Le traitement de cette affaire est différent chaque année en fonction des étudiants qui réfléchissent sur ces faits. Certaines années, une condamnation pour vol a été prononcée, d'autres années, ce fut une condamnation pour dégradation légère et parfois même l'accusé a obtenu une relaxe. Ici, il n'y a eu aucune hésitation pour le tribunal qui a prononcé une relaxe. Les motifs de la décision, le premier cadenas préexistait au second cadenas ajouté sur le vélo. Le propriétaire de la chose était donc dessaisi à moitié de la maîtrise de son vélo. Il en conservait néanmoins une maîtrise relative du fait de l'existence du premier cadenas. Le parquet demande 600 € de dommages et intérêts, ce qui montre que l'affaire ne le concerne pas, puisqu'il l'avait initialement classée sans suite. Cette affaire n'intéresse donc pas la justice pénale. Le parquet a entamé sa plaidoirie par l'usage de mots marquants tels que « c'est absurde ». Cela a permis de capter l'attention du tribunal. En effet, en raison de la longueur des audiences, il est nécessaire de choisir des mots pertinents et des mots marquants lors des plaidoiries. Toutefois, cela a permis à la défense de rebondir sur ces termes et cela a été brillamment effectué. Il y a quelques minutes, nous avons vu 2 personnes déposer plainte au commissariat de Val-Rouge.
Lors de l'enquête, il a été révélé qu'il s'agissait de 2 auteurs distincts. Il est alors important de prêter une brève attention sur la seconde affaire. Pour résumer, le parquet avait décidé de classer cette affaire sans suite en raison de faits insuffisamment graves. Cependant, Maître Gondolfo, qui est l'avocat de la partie civile, a voulu avoir recours à une citation directe. Une erreur a été commise dans la précipitation de la matinée, puisque l'avocat de la partie civile a oublié de saisir le tribunal pour faire citer à l'audience la comtesse. Or, on le rappelle, le tribunal ne peut pas s'autosaisir. Lors de la première audience de conciliation, le tribunal a statué un renvoi à midi pour un supplément d'enquête à la demande de la partie civile. Ce supplément va permettre au commissariat de Val-Rouge d'interroger l'auteur des faits. Bonjour madame. Bonjour. Pouvez-vous me confirmer que vous êtes bien Lorraine de Champignac? C'est exact, c'est moi. Très bien. Alors je vous rappelle que vous êtes ici au commissariat de Val-Rouge dans le cadre d'une audition libre, donc vous pouvez quitter les lieux à tout moment, vous n'êtes pas en garde à vue. Je suis Stanislas Desbois, brigadier chef. Et concernant les faits qui vous amènent ici, déjà avez-vous une quelconque idée de pourquoi est-ce que vous êtes présente ici? Non, je ne comprends pas pourquoi je suis présente ici. Très bien. Alors, nous sommes dans l'affaire du cadenassage du vélo de Maître Gandolfo. Maître Gandolfo qui, je vous le rappelle, a son cabinet d'avocat dans l'immeuble dans lequel vous résidez. Immeuble dans lequel on ne peut pénétrer qu'à l'aide de la connaissance du digicode sur la porte d'entrée. Étant donné que le vélo a été retrouvé cadenassé dans le hall de l'immeuble et que vous êtes sa voisine, avez-vous une quelconque déclaration à faire sur ces faits? Alors, je reconnais avoir effectivement cadenassé le vélo de Maître Gandolfo. Donc vous reconnaissez les faits? Je reconnais avoir cadenassé les faits. Par contre, je m'étais déjà expliqué avec lui. Vous avez déjà vu Maître Gandolfo? Oui, je suis allée m'excuser de mon comportement auprès de Maître Gandolfo et je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis convoquée devant vous parce qu'il m'a dit qu'il allait retirer sa plainte. Très bien, eh bien Maître Gandolfo a effectivement retiré sa plainte, mais en fait il s'est avéré que lorsque son affaire a été classée sans suite, Maître Gandolfo a fait appel de ce classement sans suite. Si bien que l'affaire, initialement très minime, je vous l'accorde, se retrouve aujourd'hui devant la juridiction de jugement. D'où votre audition libre en ce jour. Avez-vous une autre déclaration à faire? Je vais juste déclarer que je suis absolument sidérée de la poursuite de cette affaire et mes excuses, je pensais qu'elles étaient suffisantes mais je les réitérerai devant le tribunal et j'espère que tout se passera bien. Très bien, je n'ai pas d'autres questions. Parfait, merci. Au revoir. L'audience par citation directe relève d'une particularité. Il faut convoquer le prévenu et faire une première audience de conciliation. Après avoir fait un débat contradictoire et sur réquisition du parquet, il faut fixer le montant de la consignation qui pourra se transformer en amende civile si la victime a introduit une demande en justice de façon non justifiée. En l'espèce, il s'agit de vélos cadenassés. La consignation aurait donc dû être relativement élevée en tenant compte des ressources de la victime car le droit d'accès au juge doit être garanti. À l'occasion de cette seconde audience, le parquet, lors de son réquisitoire, rappelle la volonté initiale de classer sans suite, faute d'infraction, puisqu'il s'agirait, selon les dires du substitut du procureur, d'une vacherie entre voisinage qui a mal tourné. Le réquisitoire se termine en disant que le parquet s'en remet à la sagesse du tribunal. La comtesse, qui pendant l'audience a usé de son droit au silence, a été relaxée par le tribunal et la consignation de la partie civile s'est transformée en amende civile. Flamand, c'est une histoire très technique en matière de responsabilité pénale des personnes morales et d'infraction de blessure involontaire. C'est une notion qui est très compliquée à appréhender. Le droit pénal, la procédure pénale est très compliquée, le droit pénal est très simple. Vous avez deux notions compliquées à comprendre en droit pénal, c'est l'intention et ces histoires d'homicide involontaire et de responsabilité pénale des personnes morales. Tout le reste, c'est ça. Donc ça vous permet de travailler sur ces notions très techniques. Entre la responsabilité du chef d'équipe, du directeur de production ou de la personne morale, l'affaire de Paflamin est une affaire complexe à laquelle ont été confrontés nos étudiants. Pour cette raison, le dossier a été largement préparé en amont. Nos journalistes ont alors capturé quelques images des minutes précédant l'audience. Du coup, je suis la procureure générale, je m'appelle Louise Mezzanega. Alors du coup j'ai le rôle de un peu manager l'équipe donc avec les vice-procureurs et substituts du procureur. Je regarde un peu du coup tous les dossiers desquels on est en charge et moi je suis principalement sur l'affaire de Paflamin. Je suis l'avocate de Kylian, donc la partie civile dans l'affaire Paflamin. C'est une affaire dans laquelle du coup un jeune, donc Kylian, s'est fait sectionner les 4 doigts et le pouce par une machine qui sciait. Et donc le but de ce procès c'était de l'indemniser
Donc j'ai demandé un renvoi sur les intérêts civils pour procéder à une expertise. À la suite de cette entrevue, l'avocate de la partie civile va modifier sa plaidoirie pour demander un renvoi au civil. Il est donc fondamental de comprendre qu'il existe 2 volets. Un volet pénal pour trancher sur la question de savoir si une infraction a été commise et qui est responsable, et un volet civil qui est l'indemnisation des différents chefs de préjudice. Le rôle de la partie civile, c'est l'indemnisation du préjudice. Vous n'êtes pas là pour porter l'action publique, mais vous n'êtes pas là pour chiffrer vos préjudices parce que ce n'est pas le moment. Donc il faut que vous expliquiez en quoi, il faut que vous reveniez un peu sur la faute de qui, la faute de chacun, sans demander de peine, et expliquer l'impact, en gros, comment il a eu sa vie foutue. Comment ce jeune homme, qui, alors qu'il n'est pas majeur, il découvre le travail à l'usine parce que les parents veulent donner des bonnes valeurs du travail, il passe pas son été devant sa PlayStation, voilà, il bosse, et parce qu'il est tombé sur des gens foutres qui n'ont pas pris en compte le fait que c'était un jeune et qu'il fallait l'accompagner, qui l'ont utilisé comme de la main-d'œuvre, d'un esclave, voilà, qui ont et comment ils ont pu faire en sorte qu'il soit blessé alors qu'ils étaient là pour le protéger, et en plus de manière extrêmement moche. Parce que quand on lit un peu les PV, ils essayent de retourner les choses. En fait, c'est de sa faute. Il était un peu mollasson, il n'écoutait rien, et donc ça, c'est pas entendable. Il ne faut pas que le procès devienne le procès de la victime. Donc là, il faut être vigilante là-dessus. Et à l'audience, si jamais ça part là-dessus, il faut faire un incident. Vous vous levez, vous dites le président, c'est inadmissible, les propos qui sont tenus de la victime. Voilà, il ne faut pas hésiter. Bonjour, l'audience est très active. Madame la greffière, je vous laisse appeler l'affaire numéro 1, s'il vous plaît. Alors, j'appelle l'affaire opposant le ministère public à M. Vito, M. Jérémy et l'AS Bruno et Finance. Très bien, du coup nous avons 3 prévenus. Je vais laisser M. Vito s'approcher, s'il vous plaît. Bonjour, donc vous êtes bien M. Vito, vous êtes né le 29 juillet 1962 à Cours. Vous demeurez au 15 avenue du Général de Gaulle à Tizy. Vous n'avez pas de casier judiciaire et vous êtes actuellement responsable de la production du site numéro 9 de l'usine Bruno. Très bien, merci. Ce sera tout pour l'instant. Pour la SAS Bruno, représentée par M. Bruno, il me semble. Il est absent? Très bien, du coup, les avocats sont là. Et s'agissant de Jérémy, donc, bonjour, vous êtes né le 28 février 1994 à Roanne, c'est bien ça. Vous demeurez au 45 boulevard des Estérides à Tizy. Et vous n'avez pas de casier judiciaire et vous êtes chef d'équipe dans l'usine de la SAS. C'est ça, très bien. Merci, je vous laisse vous rasseoir. S'agissant donc pour les prévenus, donc vous comparaissez aujourd'hui devant nous pour des faits survenus le 18 juillet 2018 dans l'usine, à la SAS Bruno Finance. Puisque ce jour-là, Kylian ici présent, suite à une mauvaise manipulation d'une scie circulaire, s'est tranché la moitié de la main gauche et l'accident a eu pour conséquence d'amputer la main de l'intéressé au niveau du métacarpe, sur toute la longueur de la main. Donc je vais désormais vous donner lecture des charges retenues à l'encontre des prévenus, justifiant votre comparution devant le tribunal correctionnel aujourd'hui. Donc au terme de la procédure d'enquête, il a pu être établi que les individus auraient procédé à un changement de poste de travail ou de technique à un travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité. S'agissant de Jérémy, il vous est également reproché d'avoir causé directement des blessures alimentaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par une faute délibérée de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Et pour M. Vito et la SAS, il vous est reproché d'avoir participé de manière involontaire à la situation qui a entraîné des blessures avec une incapacité de travail supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement.
Le dernier procès, complexe mais particulièrement intéressant pour nos étudiants, s'est achevé au bout d'1h30. Dans un premier temps, la présidente du tribunal correctionnel ouvre l'audience, nous rappelle les faits, en l'espèce un jeune intérimaire, Kylian, qui perd la moitié de sa main gauche en travaillant sur une scie circulaire. Elle appelle ensuite les parties afin de vérifier leur identité ainsi que leur présence. Jérémy, le chef d'équipe, Monsieur Vito, le directeur de la production et le représentant de la personne morale, donc de la société SAS Bruno M Finance. L'intégralité du procès a été suivie de près par nos journalistes. Ces derniers ont donc pu capturer quelques images nous permettant d'observer brièvement le déroulement du procès. Ils ont également pu documenter la plaidoirie de l'avocate de la partie civile, donc de la victime Kylian, ainsi que la plaidoirie de l'avocat de la personne morale, donc de la société SAS Bruno M Finance. Mesdames les assesseurs, je vous présente Kylian, 22 ans, mécanicien et épanoui dans son travail. C'est ce que j'aurais aimé vous dire. Malheureusement, des suites de cet accident du travail, Kylian, qui était mineur à l'époque des faits, oui, mineur, vous m'avez bien entendu, a subi une amputation du métacarpe sur toute la longueur de la main. 4 doigts ont été sectionnés, le pouce sectionné partiellement. Aujourd'hui, Kylian a des séquelles physiques et psychologiques monstrueuses. Physiques d'abord, car il ressent encore de grosses douleurs, insurmontables, appelées les douleurs des membres fantômes. Comme si vous aviez la main qui vous gratte, mais que vous ne pouvez pas la gratter. C'est un supplice permanent. Psychologique ensuite, car il est dans un état dépressif constant, en proie à des idées suicidaires. Il n'accepte pas ce handicap, cette main qui est la sienne, mais plus vraiment la sienne. Il la cache constamment. Il doit aujourd'hui faire face à une nouvelle image de son corps, à une période de sa vie où il se construit, et cette construction elle a lieu avec des doutes permanents sur son avenir, autant professionnel que personnel. Lui qui voulait devenir mécanicien, qui voulait apprendre les valeurs du travail à 17 ans, qui voulait mener une vie normale, il ne peut plus. Imaginez-vous à sa place, un enfant qui voit son avenir s'effondrer, qui doit se réadapter à toutes les infimes actions de la vie, qui doit accepter son nouveau corps alors qu'il n'a même pas eu le temps d'accepter l'ancien. C'était un enfant qui a dû encore se battre en permanence. La vie de Kylian n'aurait pas été aussi perturbée si cet accident de travail n'avait pas eu lieu. Et il aurait pu être évité. Il aurait pu être évité si les personnes qui comparaissaient devant ce tribunal aujourd'hui n'avaient pas utilisé un jeune pour combler des retards de production. Qui plus est, un jeune qui avait été embauché en tant qu'intérimaire pendant un mois, pendant un été, pour faire du rangement au sein de l'entreprise de son père, et non pas pour être placé sur un poste à risque. Il a été utilisé comme un esclave pour garantir une livraison plus rapide dans un objectif pécunier pour lequel il n'avait aucun intérêt. Il aurait pu être évité si une formation pour renforcer la sécurité avait été mise en place. Ne trouvez-vous pas cela inexcusable de ne pas rendre obligatoire une formation afin de travailler sur une telle machine? Une machine qui présente un risque particulier pour la santé et la sécurité des salariés qui l'utilisent. Nulle personne au sein de ce tribunal ne peut prétendre ne pas avoir connaissance de la dangerosité de tels équipements. Il aurait pu être évité si Kylian n'avait pas eu l'instruction de travailler en binôme sur une machine non prévue à cet effet. L'inspection du travail est claire. La présence de 2 ouvriers expose de manière immédiate le second opérateur au risque de coupure. Les infractions reprochées aux prévenus sont caractérisées en tous leurs éléments, comme vous l'exposera Madame la procureure. Ces infractions ont causé au détriment de mon client un grand nombre de préjudices. Au titre de ces préjudices personnels, un préjudice résultant des souffrances physiques et morales endurées, ces douleurs étant constantes et son suivi psychologique également, qui est indispensable. Il subit également un préjudice esthétique, il garde de nombreuses cicatrices de greffe sur tout le corps et il pourra, si l'on souhaite, porter une prothèse. Je n'apprends à personne qu'une prothèse est onéreuse et qu'elle nécessite une longue adaptation. Il subit également un préjudice d'agrément, puisque Kylian ne pourra plus exercer ses passions comme il le faisait avant l'accident, notamment sa passion pour la mécanique. Il y a aussi des préjudices au titre des préjudices économiques. Il subit un préjudice professionnel. Kylian venait de terminer ses études dans l'automobile et sans sa main gauche, son avenir professionnel dans la mécanique et les métiers manuels en général est réduit à néant. Un préjudice patrimonial, puisque Kylian a énormément de dépenses de santé. On y passe, les frais d'hospitalisation, les frais de psychologue, les frais médicamenteux, parce qu'il doit prendre des antidouleurs constamment. Et puis aussi, il devra avoir un mobilier adapté.
c'est-à-dire une voiture, devra être remplacée tous les 10 ans. Je demande un renvoi sur un carré civil pour qu'une expertise soit effectuée au fin d'évaluer le montant des chefs de préjudice cités. Je finirai par dire que Vito et Jérémy ont travaillé pour une grande partie de leur vie dans l'entreprise. Kylian n'y a travaillé qu'un mois et il a perdu sa main. Vito et Jérémy n'y penseront plus dans quelques années, alors que Kylian devra le vivre toute sa vie. Je vous remercie. Mesdames le tribunal, le procès équitable est au fondement de la justice. Le procès préjugé est une parodie de la justice. Voilà les mots qui me viennent à l'esprit depuis le début de cette audience. Mais avant de commencer à entrer dans le fond de notre affaire, permettez-moi de revenir sur quelques éléments de personnalité de mon client, de la personnalité morale. Nous sommes enclins plus généralement à considérer les éléments de personnalité des personnes physiques. Un célèbre professeur a même dit qu'il n'avait jamais déjeuné avec une personne morale. Bien moi, je vous invite tout de même à entendre ce que j'ai à vous dire sur cette personne morale. La société M, que je représente aujourd'hui devant vous, est une société qui est une référence dans son domaine. C'est une référence nationale en matière de blocs-portes métalliques en bois et vitré, et c'est une entreprise dont la longévité n'égale en réalité que la compétence. C'est une entreprise qui fait travailler énormément de gens dans cette région, et c'est une entreprise qui finalement a le charme de nos fleurons français, à savoir c'est une entreprise familiale. Vous l'avez vu, M. Vito, Jérémy, son fils. La société que je représente, c'est une société qui donne finalement à chacun la possibilité de pouvoir aspirer à grand, aspirer à pouvoir gravir les échelons sociaux. C'est une société qui permet par exemple à Jérémy, qui n'a pas de diplôme, de devenir chef d'atelier, malgré son absence de compétences de base. On pourrait penser que cette affaire résulterait finalement d'un problème systémique de l'entreprise, que l'entreprise que je défends serait structurellement porteuse de négligence qui nous conduirait finalement devant vous. Mais la réalité, c'est que depuis que cette entreprise existe, elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Zéro. Ce qui montre une chose, et j'aimerais mettre l'accent dessus, c'est que l'entreprise M a toujours eu à cœur de prendre en compte les règles de sécurité et d'hygiène en normes en vigueur dans nos normes en matière de code du travail. Par conséquent, je vous demanderai d'examiner cette affaire avec la conscience aiguë de cet élément qui, pour moi, est clé, l'absence d'antériorité pénale de nos clients. Désormais, je souhaiterais rentrer peut-être dans le cœur de l'affaire. La responsabilité pénale de la personne morale peut être mise en cause à deux conditions qui sont cumulatives, qui doivent être prévues. La première, c'est que l'infraction doit avoir été réalisée pour le compte de l'entreprise. La seconde, l'infraction doit avoir été commise par un organe ou par un représentant. Je vous demanderai de bien vouloir vous attacher méticuleusement à la caractérisation de la deuxième condition, un organe ou un représentant. Car, selon les textes, un organe ou un représentant, ce sont des personnes qui, soit habilitées par la loi, ou soit habilitées par un groupement, peuvent prendre des décisions qui sont de nature à engager la responsabilité de l'entreprise. Et il me semble que lorsqu'on tente d'identifier l'origine de l'infraction pénale, comme cela a été démontré par mes consoeurs, on s'aperçoit en réalité que le terme représentant et le terme organe est insusceptible de recouvrir la réalité juridique des salariés que sont Jérémy et Kylian. Vous me rétorquerez peut-être que M. Vito a une délégation de pouvoir, mais tout concorde dans cette affaire pour dire que M. Vito n'est pas responsable de ce qui arrive à Kylian, ni responsable des actions de Jérémy. D'ailleurs,
sur cette question de l'article 121-2, je vous demande vraiment d'être très attentif au fait qu'il ne peut pas peser raisonnablement sur l'entreprise que je défends une présomption irréfragable de responsabilité. Car si tel était le cas, cela viendrait se heurter à un principe qui, je le suis sûr, nous professionnels de justice, nous croyons, un principe auquel nous sommes attachés, c'est le principe de la présomption d'innocence. Et ce principe de la présomption d'innocence, il est consacré, protégé par de nombreux textes, l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et même l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui détermine les règles directrices en matière de procédure pénale. Donc, tout concorde, finalement, dans cette affaire, à exonérer de responsabilité mon client. Et à ce titre, j'aimerais peut-être faire tomber la dernière digue qui pourrait vous conduire à estimer que mon client est responsable. C'est la délégation de pouvoir, ce mécanisme qui a été évoqué par ma consoeur juste avant. Monsieur Vito, même en sa qualité de délégataire, n'est pas responsable de ce qui est arrivé à Kylian et de ce qui est arrivé à lui, parce que trois conditions, parce qu'un élément fait que cela n'était pas du fait de Monsieur Vito. Monsieur Vito a pris le soin de s'attacher à une chose qui est fondamentale dans le dossier, c'est la division du travail. Jérémy avait le poste d'opérateur, il était sur la machine, tandis que les deux intérimaires, Kylian et Karim, eux, étaient purement affectés un rôle de manutentionnaire. Ils ne devaient que transporter des palettes ou les ranger. Par conséquent, il apparaît que les éléments du procureur ou les éléments de la partie civile paraissent infondés, parce que toutes les garanties ont été prises par M. Vito pour que les dispositions contractuelles de chaque contrat de l'entreprise soient respectées dans le cadre de la tâche qui a été celle des trois personnes qui sont concernées. Vous comprendrez donc que naturellement, je plaiderai devant vous la relaxe de mon client. Et à titre subsidiaire, je vous demanderai de réduire de moitié, si tel était votre avis, la peine proposée par Madame le procureur, tout en vous rappelant quelque chose qui me paraît fondamental en droit pénal, c'est que la tragédie que nous avons ressentie face au destin sordide de Kylian ne doit pas nous amener à entrer dans une voie de condamnation de manière excessive, à perdre la raison. Au contraire, nous devons réinjecter de la rationalité dans cette audience, nous devons réinjecter de la légalité criminelle et adresser aux faits leur bonne qualification juridique. Je vous remercie. Très bien, merci. Cette affaire était une affaire très compliquée. En effet, il y avait plusieurs responsabilités potentielles à engager. C'était un dossier très technique. Pour autant, les étudiants ont su mobiliser les bonnes règles de droit. Contre M. Vito, le procureur a demandé 2 ans d'emprisonnement, dont 1 avec sursis et 10 000 € d'amende sur le fondement de l'article 222-19 du Code pénal. Cet article prévoit l'atteinte involontaire à l'intégrité physique. Contre Jérémy, le procureur a demandé 1 an d'emprisonnement avec sursis et 7 000 € d'amende. Et contre la société, le procureur a demandé 90 000 € d'amende. Le tribunal a prononcé la peine de 8 000 € d'amende contre M. Vito, la relaxe de Jérémy et 80 000 € d'amende contre la société. Il est très intéressant de comparer la première affaire ainsi que la dernière affaire dans la gestion de l'audience. En effet, dans cette dernière affaire, le canevas de l'audience a tout à fait été respecté, la présidente a su manier les débats, les plaidoiries des avocats étaient vivantes et justes, et on peut en dire tout autant des réquisitions du procureur. On ne peut arriver qu'à une seule conclusion, les étudiants ont véritablement appris par l'exemple de la pratique et le procès le plus complexe était celui qui était le plus proche de la réalité et le plus juste juridiquement.